Pour cette deuxième conférence de l'événement, nous vous proposons de jeter un regard sur la mine Odyssée du partenariat canadien-Malartic, située en Abitibi-Témiscamingue. Observée par plusieurs, cette mine deviendra l'une des plus technologiques de l'histoire minière du Québec. Engins miniers électriques, formation et transfert d'expertise de la mine à ciel ouvert à la mine souterraine seront les angles abordés durant cette conférence. Directeur général de la mine Odyssée depuis juin 2021, M. Patrick Mercier est titulaire d'un baccalauréat en génie géologique et d'un baccalauréat en géologie, tous deux de l'Université Laval. Jusqu'à sa nomination, il a occupé à la mine canadienne Malartic les fonctions de directeur des opérations minières et précédemment de surintendant mine. Il a été également ingénieur senior dans l'équipe d'évaluation du projet Odyssée. Auparavant, il a travaillé dans les mines Brunswick et Renard, Stornoway, dans différents postes d'ingénierie et d'opération. J'invite maintenant M. Patrick Mercier, directeur général de la mine Odyssée, à nous présenter sa conférence. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Donc, merci de votre présence, que ce soit en présentiel ou en ligne. Puis merci à l'Institut aussi de m'avoir approché pour venir discuter des défis de l'intégration avec les équipements à batterie à la mine Odyssée. Donc, débutons présentement. Donc, mise en garde, on ne la lira pas dans le détail, mais il y a des énoncés prospectifs. J'aimerais mentionner également que tout au long de la présentation, les observations qu'on fait sont propres à nous. Ce n'est pas un sondage dans l'industrie par rapport à l'intégration des équipements à batterie. C'est vraiment qu'est-ce qu'on vit depuis 6 mois. Vous allez voir, on a 7 équipements actuellement sur le site. On va en avoir une dizaine d'ici la fin de l'année. Donc, on vit déjà des défis. Ça va quand même dans l'ensemble très bien. Mais je suis là pour partager ce qu'on vit jusqu'à présent. Donc, plan de la présentation, information générale pour débuter, vraiment où est-ce qu'on est avec la construction de la mine, le développement de la mine, parler maintenant de la vision technologique de la mine, des avantages de l'électrique, les limitations, les défis, pour terminer avec le plan de transfert, puis quelle façon que ça nous touche au niveau de l'intégration technologique à la mine Odyssée. Donc, si on débute, ici, c'est vraiment notre identité pour tous les employés au partenariat. Donc, on a nos valeurs qui sont ensemble, engagement, innovation. C'est des valeurs qui ont été établies par nos employés. Puis que quand on fait le choix de nos employés aux entrevues, quoi que ce soit, la sélection de nos nouveaux employés Odyssée, c'est vraiment 3 valeurs qu'on priorise dans la sélection de nos gens pour s'assurer qu'on maintient une belle culture d'entreprise avec le travail d'équipe, l'engagement. Quand on construit une mine, on le sait, ça demande énormément d'engagement, puis même pour en opérer une de l'ampleur de Canadien Malartic. Innovation, quand on parle de technologie, les équipements à batterie, nécessairement, tu as besoin des gens qui sont ouverts à l'innovation puis qui apportent des idées à tous les jours. Nos étapes pour opérer, c'est 3 règles très simples qui ont été mises en place, ça fait environ 8 années. Donc, que ce soit nous, dans la décision stratégique de l'entreprise, que ce soit les employés sur leur place de travail, ce qu'on demande, c'est de se questionner toujours, est-ce que c'est sécuritaire? Qu'est-ce que je vais faire pour moi-même, pour mes collègues? Si ça ne l'est pas, on arrête la tâche, on le corrige, ça prend 24 heures ou quoi que ce soit, ça prendra 24 heures, on s'assure que c'est sécuritaire. Est-ce que c'est respectueux de l'environnement de la communauté? Vous savez, la fosse canadienne Malartic est tout juste à côté de la ville de Malartic. La mine Odyssée n'est pas très loin. Donc, on doit respecter tous nos engagements avec les différents ministères, assurer un respect de la communauté. Puis on mentionne régulièrement, s'il faut arrêter l'usine parce qu'il n'y a plus de minerais, parce qu'il y a trop de poussière ou trop de bruit, quoi que ce soit, on le fait, c'est tout simplement comme ça, puis les employés le savent. Une fois que les 2 premières étapes sont respectées, bien là, on peut développer la mine, on peut opérer la mine canadienne Malartic ou on peut continuer avec la construction. Donc, quelques chiffres. Actuellement, sur le site, on est 600 employés, 200 employés d'ici, 400 entrepreneurs, beaucoup sur la construction, beaucoup sur le développement de la mine. Ultimement, on va atteindre 1500 employés à la mine Odyssée. C'est énorme. Puis on voit peut-être même plus que ça. C'est les chiffres qu'on a actuellement, 1600. Méthode d'exploitation, c'est par rampe. On va débuter l'exploitation de la zone Odyssée Sud au début de l'année prochaine à 3500 tonnes par jour. Mais ultimement, quand le puits va être terminé en 2027, on va monter ça jusqu'à 19 000 tonnes par jour à partir du puits et par rampe de la zone Odyssée Sud et East Malartic. Pour la production, la durée de vie, je vais résumer rapidement, mais on parle d'une mine jusqu'en 2039, mais je ne vous cacherai pas qu'on est enthousiaste à parler de 2050, 2060. C'est un projet qui est là. On a découvert East Gouldie il y a 4 ans. Regardez ce que Mine Odyssée a de l'air jusqu'à présent. Puis on continue à forer, le gisement prend de l'ampleur. On est sur un terrain qui a énormément de potentiel qu'on peut valoriser pendant longtemps. La teneur estimée actuellement, c'est 2,76 grammes tonnes. Je l'ai mentionné, 19 000 tonnes par jour, 5 000 tonnes par jour d'estéril. Donc, je
crois, dans l'histoire de l'Abitibi puis dans le Canada, c'est une mine qui est quand même très, très grande, avec encore beaucoup de potentiel. L'avantage qu'on a, c'est qu'avec l'exploitation de la mine canadienne-malartic, on a une usine. Donc, Mine Odyssée est située sur l'empreinte de la mine canadienne-malartic. Quand tu fais un économique et tu n'as pas besoin de bâtir une usine, ça joue beaucoup en notre faveur pour continuer à valoriser des plus faibles teneurs sur le site. Rapidement, sur qu'est-ce qui se passe sur le site actuellement, je vous dirais le 4e trimestre est probablement le plus grand trimestre de construction dans l'histoire de la mine Odyssée. Il y a énormément de choses qui se passent. On a fait de l'ingénierie, on a fait des commandes dans le contexte où on vit l'Ukraine, tout l'approvisionnement, la COVID. Il y a eu beaucoup de défis, mais ça se déroule extrêmement bien. Donc, si on résume la construction qu'on a sur le site en 2 jalons, le premier, c'est débuter le fonçage du puits qui est prévu au début de l'année prochaine. Donc, un puits qui a 1800 mètres de profondeur qu'on va foncer sur 5 ans. Donc, il y a toutes les infrastructures autour du chevalement à développer ici. Puis pour débuter la production par rente de la zone Odyssée Sud, qui est prévue en Q1 également de l'année prochaine, on a l'usine de Remblai en pâte, la station 120 kV, tout le réseau électrique. Donc, il y a beaucoup d'infrastructures de services pour appuyer la mise en production, encore une fois, qui est prévue pour le début de l'année prochaine. Donc, on voit la 117 ici, Malartic étant à gauche, Val-d'Or étant à droite. Si on regarde une autre prise de vue, mais plus par photo, une photo qui a été prise au mois de juillet dernier, on voit le chevalement, toutes les infrastructures associées, bâtiments de service, bâtiments des treuils de fonçage, bâtiments des treuils de production qu'on a débuté récemment, que vous allez voir sur une autre photo. Je vous rappelle qu'ici, la coulée de béton a été faite au mois d'octobre dernier, il y a 1 an, en 21 jours. Ça a pris 21 jours de monter la structure de béton. C'est extrêmement impressionnant. C'est vraiment, je pense, c'est assez unique comme structure, être bâti aussi rapidement. On avait des super de bons partenaires pour construire ça. Mais depuis 1 an, on installe de l'acier à l'intérieur de l'infrastructure de béton. Tout ça pour, encore une fois, débuter le fonçage du puits. On a nos bureaux actuellement, l'usine de Remblai, la 117 à l'arrière, puis l'atelier mécanique avec l'entrepôt et le portail de la mine souterraine. À l'arrière, on voit mal, la photo est un peu petite. Quelques photos rapidement, le bâtiment des treuils de fonçage avec les treuils justement pour retirer le stérile qu'on va dynamiter pendant le fonçage. On a ici ce qu'on appelle les treuils de Galloway. Galloway étant ceci, c'est une plateforme multi-étage en français, si on traduit. Donc, c'est la plateforme qu'on va utiliser pour, encore une fois, foncer le puits. Ça a été construit ici à Val-d'Or par Moreau Béroma, qui est un partenaire dans le projet. On a l'usine de Remblai en pâte, la station de distribution 120 kV. Donc, on a une ligne 120 kV qui part de l'usine de Canadien-Malartic, une ligne d'environ 12 km qui se rend jusqu'à Mine Odyssée pour s'assurer d'avoir tout le pouvoir électrique nécessaire pour opérer toutes les infrastructures sur le site. Maintenant, pour la mine souterraine, on a débuté la rampe avec CEMAC au mois d'août 2020. Donc, ça fait un peu plus de 2 ans. Aujourd'hui, on est rendu à 410 mètres de profondeur. Donc, on a atteint le niveau 410. À la fin de l'année, on s'attend d'être rendu à environ 480 mètres de profondeur. Le forage de production va débuter d'ici la fin de l'année dans ce secteur ici, qui va être les premiers chantiers qui vont être exploités au début de l'année prochaine. L'autre chemin critique qu'on a sous terre, c'est vraiment de construire la 2e sortie de secours pour la mine. Donc, on excave actuellement la sortie d'air vicié avec encore CEMAC, donc qui est un grand partenaire dans le projet depuis le tout début. Donc, on met beaucoup d'emphase ici. On installe nos ventilateurs principaux, donc pour vraiment diminuer le bruit en surface. Typiquement, souvent, on voit des ventilateurs en surface, mais ça émet beaucoup de bruit. Dans notre cas, vont être installés sous terre. Les brûleurs sont en train d'être construits. Il commence à faire froid, mais heureusement, on a une belle automne jusqu'à présent. Mais il y a des années que des fois, c'est plus frais ce temps-ci, mais on va installer nos brûleurs d'ici 1 semaine ou 2 pour s'assurer qu'on a des bonnes conditions de travail sous terre. Vraiment, ceci, c'est juste la partie Odyssée Sud. Si j'aurais rajouté la partie East Gouldie, qui est vraiment le secteur qui a été découvert il y a 4 ans, on parle de probablement 4-5 fois la dimension ici, et même plus. C'est énorme. Donc, vraiment, le gisement qui est ciblé à long terme, c'est le gisement de East Gouldie. Odyssée Sud nous permet de commencer à générer des revenus rapidement parce qu'il est en faible profondeur. Donc, si on migre vers les technologies puis éventuellement vers les équipements à batterie, on a une vision d'installer beaucoup de technologies à la mine Odyssée. Puis, on est une mine qui débute en 2022. C'est le moment de prendre des décisions qui vont avoir des répercussions pendant longtemps. Donc, c'est vraiment à ce moment-là, au début d'une mine, que tu décides quelle direction tu veux prendre. Puis en 2022, on a les technologies, on a les partenaires qui sont rendus à des niveaux de confiance suffisants pour pouvoir aller de l'avant. Mais avant tout, il faut avoir un système de communication LTE sous terre. Alors, il y a eu plusieurs systèmes de communication qui ont été implantés au fil du temps,
Si tu n'as pas un système LTE qui peut gérer une quantité incroyable de données, ça va demeurer limitatif pour peu importe la technologie qu'on va vouloir implanter dans une mine. On a le système de détection, localisation des travailleurs, donc savoir sont localisés où, sont-ils aptes à faire leur travail. Aussi, détection de proximité entre un équipement, une chargeuse navette, un camion et un travailleur à pied d'œuvre. Donc, il y a beaucoup d'angles morts. Donc, vraiment, au niveau d'améliorer la santé sécurité, on met beaucoup d'emphase d'ici la fin de l'année pour implanter ces deux technologies-là. On a les équipements automatisés, donc des chargeuses navettes opérées à partir de la surface. Donc, entre les corps de travail actuellement, quand on est dans la période d'évacuation des gaz, parce qu'on fait du développement, il y a des périodes pendant 1 heure et demie, il faut évacuer les gaz. On a des opérateurs qui sont assis dans des sièges à surface puis qui opèrent des chargeuses navettes pour prendre l'avance sur les cycles de développement. On a 2 chargeuses avec Epiroc actuellement qui sont opérables en mode automatisé. Puis le prochain focus, c'est les foreuses à flèches, les jumbo, encore une fois avec Epiroc, qu'on va recevoir la chaise sous peu, puis on va commencer à former nos gens pour pouvoir opérer ces équipements-là entre les corps de travail. On a des systèmes de production en continu, donc avoir quelqu'un, on appelle ça un répartiteur qui est assis, qui suit vraiment tout l'état de l'opération, qui va pouvoir suivre également l'état des batteries, qui est quand même un enjeu, une zone grise, je vous dirais, par rapport aux équipements électriques. On a tous vu la sensibilité des batteries. Des fois, il y a eu des incendies à l'extérieur, des Tesla ou quoi que ce soit. On a tous vu ça sur YouTube. Mais on va avoir quelqu'un qui va être assis à temps plein pour suivre l'état des batteries et s'assurer qu'on n'opère pas avec des batteries qui sont défectueuses. Malgré tout, les systèmes de protection sont mis en place. À plus long terme, on voit de la ventilation sur demande. Là, ça m'amène sur justement les équipements électriques ou à batterie. Il y a quand même une distinction à faire, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on opère des équipements à batterie, mais qui se déplaçaient sur un moteur à diesel, mais rendu sur la place de travail, se branchaient électrique. Mais maintenant, c'est des équipements qui sont complètement autonomes, mais avec une batterie. Donc, pour la vision à la mine Odyssée, là, on parle d'équipements à batterie, c'est relativement récent. On ne voulait pas tout lancer nos œufs dans le même plat puis compromettre l'intégrité de l'opération. Ça reste une technologie qui est récente, qui est neuve, qui reste des preuves à faire. Donc, c'était vraiment l'optique qu'on avait, c'est de voir qu'est-ce qui était disponible sur le marché, où est-ce que ça a été utilisé, ça a eu des bons résultats, mais on est tout le temps prêt aussi à faire des sacrifices pour continuer à faire évoluer la technologie. Donc, la première ligne directrice, c'était de faire une intégration graduelle et calculée, parce qu'on a des objectifs de production qu'on ne veut pas atteindre. Si on ne les atteint pas, la mienne n'opère pas, puis on n'intègre pas les technologies, puis on ne les fait pas évoluer. Puis s'assurer de trouver des équipements avec des performances satisfaisantes. Il y a beaucoup d'enjeux aussi de la disponibilité. On le sait, dans le monde, il y a beaucoup de demandes pour les équipements électriques, un peu dans tous les domaines, que ce soit le transport en commun, que ce soit nos véhicules personnels, que ce soit dans l'industrie minière, ou ce que c'est plus récent. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de disponibilité, difficulté de disponibilité d'équipement. Donc, on avait la mine à démarrer à ce moment-là, par exemple, avec Epiroc. On avait une foreuse à flèche M2C qui était disponible. Mais dans l'entente qu'on a avec eux, c'est le jour qu'il y en a un M20, qui est un similaire, mais à batterie de disponible. On fait le remplacement, ils rachètent la version M2C, puis on continue à opérer avec la M20. Puis aussi, on veut être à l'avant-plan dans la conception, puis dans les essais des équipements à la mine Odyssée. Donc, on travaille avec Epiroc. Il y a comme une image, je ne sais pas si elle n'est pas apparue, mais sur un nouveau prototype de chargeuse navette ST22. Donc, c'est immense comme chargeuse, c'est les plus gros dans le marché, mais à batterie. Donc, dès l'entente qui a été signée, on a été intégré avec eux dans leur équipe d'ingénierie pour voir c'est quoi nos idées pour améliorer l'équipement, puis le rendre plus fiable, puis le rendre plus plaisant aussi pour l'opérateur. Donc, on veut être à l'avant-plan. Puis quand elle va devenir disponible en prototype, on veut l'essayer à Odyssée avant les autres. Donc, on veut pouvoir participer, donner nos commentaires, puis s'assurer de continuer à faire évoluer la technologie. C'est la vision que l'équipe a actuellement. Juste mentionner ici, c'est une foreuse à flèche qui était la photo qui avait disponible là. Là, ça n'a pas l'air de bouger. Ah, super. On n'a pas sauté une, je pense que c'est celle-là. Hein? Donc, pour qu'est-ce qui est de la transition des équipements, actuellement, on a 7 sur le site. On attend 4 autres d'ici la fin de l'année. Ça, c'est la boulonneuse qu'on a reçue, je crois que c'était au mois de mai. Donc, on opère cette boulonneuse-là depuis environ 6 mois. Donc, c'est à peu près 80 des équipements qui sont opérés à diesel actuellement, 20 qui sont à batterie. Mais ultimement, en 2030, notre vision, c'est d'avoir au-dessus de 90 de nos équipements qui sont opérés à batterie. Donc, on voit quand même, là, on a notre flotte actuellement diesel qui va aller en décroissance, puis la flotte électrique va tout le temps constamment être en croissance d'ici les 7-8 prochaines années.
Ça va bon train. Justement, on essaie beaucoup des équipements de service, des boulonneuses. Mais par contre, il y a des défis. Je vais pouvoir couvrir ça en avançant. Les avantages du virage électrique, désolé, les conditions de travail. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait des avantages pour que l'industrie veuille progresser vers les équipements électriques. Conditions de travail, la qualité de l'air, les émissions sonores, diminution calorifique, donc de la chaleur. Un moteur diesel, ça dégage de la chaleur. Puis quand il y a des mines profondes ou l'été, quand il fait très chaud, puis qu'on achemine de l'air sous terre, si les équipements continuent à gérer de la chaleur, mais ça rend la place de travail inconfortable pour les gens. Donc, il y a beaucoup d'avantages de ce côté-là. Même chose pour l'environnement, consommation énergétique. Donc, alimenter un équipement au niveau de l'électrique versus du diesel, il y a beaucoup plus d'efficacité. L'énergie est plus propre, surtout au Québec. Diminution des gaz à effet de serre. Puis au niveau des opérations, il y a également des avantages, les coûts d'entretien. Donc, on n'a pas des moteurs avec des changements d'huile à faire, beaucoup moins d'entretien, plus de suivi. Puis le coût énergétique également. Donc, un ratio, quand on parle électrique versus diesel, c'est 10:1 à peu près là, en termes de coût. De charger une batterie versus mettre du carburant, surtout au prix actuel. Puis, en termes de performance, un équipement à batterie se déplace beaucoup plus rapidement, donc ça améliore les temps de cycle. Déjà 5 minutes? Ah bon, ça va vite. Les limites actuelles, les batteries. Les batteries, c'est un défi. Les camions, actuellement, là, on parle d'un camion comme celui-ci, là, c'est un cycle. Un camion qui se déplace chargé dans une rampe va faire environ 50 minutes. Donc là, c'est à toutes les 50 minutes, il faut que le camion change sa batterie. Puis ça prend un certain temps à recharger la batterie. C'est des défis logistiques immenses. La gestion des remplacements des bris. Donc, on voit une installation ici. Si à toutes les 50 minutes, puis il faut que tu le fasses 10 fois dans un corps sur un camion, il faut être installé dans une station de remplacement de batterie. C'est une logistique énorme pour les gros équipements de production. Il y a tout le temps les trolley qu'on entend. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est des affaires qu'on discute également avec les partenaires, les fournisseurs, les partenaires. Les infrastructures électriques associées à tout ceci, c'est quand même énorme. C'est de l'investissement. Puis, une mine qui débute comme nous est en position beaucoup plus avantageuse pour installer un système électrique qui peut supporter tout ceci versus une mine qui est en opération actuellement où la mine n'a pas été conçue pour ça. Les chaînes d'approvisionnement, je l'ai dit, la demande, disponibilité des équipements, les pièces de rechange. Il y a une demande incroyable. Les chargeurs, c'est un défi qu'on vit actuellement. Donc, il y a des chargeurs qui brisent plus rapidement que souhaité, donc des problèmes de fiabilité. Mais en même temps, quand on veut le remplacer, il n'y en a pas de disponible. Donc, on regarde avec nos fournisseurs pour trouver des alternatives. Mais ça reste qu'avec toute la transition énergétique mondiale, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de pièces qui demandent en demande, puis les chaînes d'approvisionnement ne suivent pas. Un graphique ici qui j'ai trouvé sur Google, je ne le cacherai pas, mais qui reflète quand même l'intégration de toutes nouvelles technologies. Donc, si on prend les boulonneuses, par exemple. Au début, les gars, quand ils travaillaient sur l'entretien des équipements, regardent la boulonneuse. Ah, ben, c'est pareil comme une boulonneuse diesel. Ça va bien, ça va être facile. Puis, à un moment donné, je ne vous le cacherai pas, un électricien qui pogne un choc sur un équipement. Je vous assure, rien lourd de conséquences. Mais des surprises. Un électricien qui se fait surprendre par l'électricité, c'est pas normal. C'est pas normal. On a eu quelques incidents. Donc, tout d'un coup, on se rend compte que c'est plus compliqué qu'on pensait. C'est là où la collaboration avec les fournisseurs est extrêmement importante. Il faut serrer les coudes, il faut faire des procédures, il faut faire contrôle des énergies. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement sensible dans le contexte. Puis tout d'un coup, ensemble, on grandit et on fait évoluer la technologie. Mais c'est sûr que je ne vous cacherai pas que la première impression, c'est que c'était pareil. Mais ce n'est pas pareil, je vous rassure. Donc, il y a beaucoup de pression qui est mise sur les manufacturiers. On veut faire la transition énergétique. On est un bon exemple à Mine Odyssée. On départ une mine, on veut avoir des équipements à batterie. On veut y aller de l'avant dans ce sens-là. Donc, on met de la pression. Donc, eux sont pressés à développer des équipements. Mais il y a beaucoup d'apprentissage qui est fait en parallèle de l'utilisation. Donc, malheureusement, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'historique, l'équipement est livré, on commence à s'en servir, puis il y a des surprises. Des mauvaises surprises, malheureusement, mais on progresse avec ça. Documentation, formation limitée. Donc, nécessairement, si tu accélères un processus de développement d'équipement, c'est quelque chose qui peut traîner de la patte, qui ne devrait pas traîner de la patte. Donc, il faut encore une fois travailler fort avec les CFP, les fournisseurs pour s'assurer qu'on fasse avancer la documentation au même rythme que les équipements. Sensibilité accrue à l'eau, mais nécessairement, quand on parle d'électricité et eau, ça ne fait pas bon ménage. Organisationnel, je vous dirais que, justement, je vous parlais de l'électricien qui pogne un choc. Il faut développer les réflexes. C'est-à-dire, l'équipement que vous gérez, ce n'est pas le même équipement que vous gérez avant. Donc, prenez un pas en arrière, puis questionnez-vous, levez la main, posez des questions. Donc, il faut semer le doute dans la tête des gens pour qu'ils évoluent, qu'ils mettent un respect différent aux équipements pour ne pas compromettre leur santé et sécurité. Il y a une transition également de l'expertise de la main-d'œuvre. Donc, on parle
de 10 mécaniciens pour un électricien auparavant. On parle peut-être plus aujourd'hui de 5 mécaniciens pour un électricien. Donc, ça débalance un peu le marché, l'industrie minière en Abitibi, les ratios. Donc, ça fait en sorte que nous, on rebalance notre besoin à main-d'œuvre en termes d'embauche dans ce sens-là. Puis le sauvetage minier, il ne faut pas l'oublier, un équipement à batterie, ce n'est pas pareil qu'un équipement diesel. Un équipement à batterie, ça peut brûler pendant 24 heures. C'est un feu sur une batterie. On l'a vu, des images, à un moment donné, une Tesla, il éteint le feu, ils le mettent sur le towing. Puis à un moment donné, sur le towing, le feu reprend. Donc, il faut vraiment, l'intervention, elle change. Plus de dégagement de chaleur, des distances d'approche beaucoup plus longues. Là, je sais que je commence à tirer dans le temps, mais je prends de l'avance. Ça va? Donc, la stratégie d'intervention est vraiment différente. Surtout, simpler des explosifs, c'est encore plus complexe. Puis là, on a beaucoup de discussions. Il y a des formations qui sont disponibles sur le marché. Il y a des gens qui vivent des défis par rapport aux équipements électriques ailleurs. On est en contact avec l'incendie de Montréal. Là. Ils ont des formateurs là-bas. Donc, on les implique parce qu'eux, ils ont de l'avance sur nous dans l'intégration des équipements électriques. Maintenant, la gestion des batteries, je n'ai parlé, l'installation, la gestion des recharges de batterie. L'opérateur, à un moment donné, il faut qu'il fasse un suivi pour ne pas arriver entre deux, puis hop, il n'y a plus de batterie, puis son équipement est stationné là. Il y a un suivi. C'est un peu comme regarder l'aiguille pour le gaz sur nos véhicules. Maintenant, c'est une charge de batterie. Le suivi, l'intégrité des batteries, c'est extrêmement sensible. Le plus gros risque, c'est ça, c'est qu'une batterie prenne en feu. Donc, on ne veut pas ça. Il faut s'assurer qu'il y a un bon suivi. On parlait de répartiteurs auparavant. Il faut sensibiliser les opérateurs, les mécaniciens, s'assurer que l'intégrité... Il y a des protections qui sont mises. Il faut s'assurer que les protections sont en place. Puis les stationnements en conditions hivernales, une Tesla va tout le temps consommer de l'énergie pour réchauffer sa batterie. Les équipements électriques, la plupart, ne sont pas conçus pour ça. Donc, quand ils arrivent à surface, il faut les brancher. Sinon, on risque d'endommager la batterie. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, puis je n'ai parlé auparavant, c'est le contrôle des énergies, vraiment autour des équipements électriques. Auparavant, la boulonneuse diesel électrique, tu la branches, tu la débranches, il n'y a plus rien dans la machine. Donc, la personne peut cadenasser une place, faire son intervention sécuritairement. Mais maintenant, il y a une batterie. Donc, il y a un cœur qui génère de la batterie puis qui propage de l'énergie un peu partout. Donc, il y a 4 endroits où il faut cadenasser, faire le contrôle des énergies, ces équipements. Peut-être plus sur d'autres. Merci. Donc, il faut tout repenser, le contrôle des énergies. Les procédures sont plus complexes. Il y a présence d'énergie résiduelle. Une chose qu'on a remarqué dernièrement, comme je l'ai dit, tu débranches la machine, hop, ça tombe à flat, il n'y a plus d'énergie. Mais là, sur certains items de l'équipement, tu peux avoir une énergie résiduelle pendant 2 minutes. Donc là, ça ne peut pas être dans une procédure, tu le débranches, tu attends 2 minutes. Il faut mettre d'autres systèmes en place pour s'assurer que l'énergie est grandée, par exemple, puis qu'on n'expose personne. La facilité d'accès à du haut voltage également. Comment faire face aux défis? On parle de formation nécessairement, ça passe par là. Les manufacturiers, l'entreprise minière, les CFP, il faut travailler en collaboration. Donc, moi, je vois que les manufacturiers, il faut qu'ils développent les programmes autour des équipements. Donc, quand on achète une voiture, il y a un livre qui vient avec. Donc, il faut continuer à mettre l'emphase dans ce sens-là. Il faut qu'ils forment nos formateurs pour que nos formateurs forment nos opérateurs et nos gens qui font l'entretien. Mais des fois, il y a des réalités de terrain qu'il faut appliquer aussi au programme puis faire évoluer tout ça. Puis le CFP, je crois qu'il faut qu'il soit là un peu, pas trop loin, puis qu'il voit l'évolution qui se fait. Il ne faut pas nécessairement que les CFP forment sur un équipement précis, mais plus sur le contrôle des énergies autour des équipements électriques. Formule de supervision, le logo de l'AMQ, on le voit un peu partout, c'est extrêmement précieux. La carte de travail, c'est un outil précieux. Un autre outil que j'apprécie énormément, c'est l'analyse sécuritaire de tâches. Donc, dans le doute, time-out, on s'assied, on se regroupe, on discute, on évalue les risques, puis on se met des plans d'action sécuritaires, puis ça amène souvent à des nouvelles procédures. Rapidement, sur le besoin à main-d'œuvre, on a une transition actuellement entre la fosse canadienne Malartic, qui va terminer en 2029, puis le début de la mine Odyssée. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir un gros bassin de main-d'œuvre qu'on va pouvoir transiter vers les opérations de la mine Odyssée. C'est un programme qu'on a mis en place en début d'année. 274 personnes inscrites sur 400 personnes éligibles. Transfert vers un département similaire. Donc, c'est des possibilités de continuité de carrière pour nos gens, nos ambassadeurs qui connaissent, je vous ai parlé de notre culture, nos étapes pour opérer, qui possèdent nos valeurs. Donc, on peut continuer avec eux, puis qu'on va développer vers l'avenir, surtout dans le contexte de la main-d'œuvre actuellement. Mais surtout aussi, il y a des électriciens, des électromécaniciens, puis des mécaniciens qui sont disponibles. On parle de 75 personnes qui vont pouvoir supporter la transition électrique de nos équipements. Plus particulièrement, les électromécaniciens, c'est une main-d'œuvre
que moi j'apprécie énormément, très autonome, très flexible aussi, qui peuvent aller chercher des reconnaissances, la licence C qui est la licence électrique pour faire de l'intervention sur des équipements. Donc, c'est des gens qu'on va supporter pour faire la transition vers les équipements électriques pour aller chercher la reconnaissance s'ils le souhaitent. Donc, en conclusion, l'avenir est prometteur des équipements à batterie, donc c'est pas juste négatif. J'ai amené des défis, mais il y a beaucoup de positifs autour de ça également. Mais les défis demeurent présents, puis ça part d'une forte collaboration entre, encore une fois, les fournisseurs, les entreprises minières et les CFP. Puis c'est pas unique à l'industrie minière, ce qu'on vit actuellement. On l'a parlé, c'est l'électrification un peu dans le monde. Donc, c'est important. Il faut être attentif à ce qui se fait ailleurs également, pas juste regarder dans notre secteur. Puis, on considère que la mine Odyssée est quand même à l'avant-plan avec le gros bassin de main-d'œuvre qui est disponible pour la transition. Je vous parlais de 275 employés. Donc, dans le contexte, des gens qu'on va former puis qu'on va développer à supporter notre transition. Donc, désolé pour le dépassement de temps. Merci beaucoup pour cette conférence. Donc, on reçoit encore tout de même plusieurs questions. Si vous avez des questions dans la salle, n'hésitez pas à vous présenter au micro. Donc, une première question, vous allez voir, très technique. Quel est l'effet de l'utilisation des équipes électriques pour l'efficience d'extraction de minerais, dans l'efficience de l'extraction de minerais? Très technique. Très technique. Peux-tu le répéter? Désolé. Quel est l'effet de l'utilisation des équipes électriques en efficience d'extraction de minerais? Peut-être qu'il faudrait reformuler la question. On pourrait demander... donc, peut-être en termes d'extraction de minerais, peut-être nous parler des équipements qui sont nécessaires, peut-être? C'est sûr que sur Terre, on a tous les équipements associés au développement. Des équipements habituellement de plus petites dimensions qui sont plus facilement convertissables en batterie ou électrique. Mais il y a tous les gros équipements pour le transport et l'exploitation, donc les chargeuses navettes, les camions. Là, ça requiert une quantité d'énergie incroyable pour déplacer le matériel. C'est des grandes charges. Je pense que le défi est plus de ce côté-là, sur la transition énergétique de nos équipements. Mais encore une fois, on voit une volonté Epiroc, que ce soit Sandvik ou McLean ou quoi que ce soit, pour développer ces équipements-là, puis les tester, puis les faire évoluer. Puis les batteries, on l'a vu, dans le temps, on avait toutes des grosses batteries à la maison, puis à un moment donné, c'est devenu plus petit, ou lithium avec d'autres matériaux, donc beaucoup plus efficace. Puis je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire dans ce sens-là. Et le fait que vous soyez, en fait, que vous implantez différents équipements électriques, qui est souvent complexe, est-ce que vous vous considérez comme un modèle de référence pour l'industrie? C'est sûr qu'actuellement, je dirais, on est dans une période où on peut prendre les devants. On a pris une décision de partir à la mine avec des équipements électriques. Il reste beaucoup d'apprentissage à faire en collaboration avec nos partenaires, mais il y a des murs à faire tomber encore, puis on veut les faire tomber pour que les autres qui vont suivre vont pouvoir bénéficier des technologies puis qui ne refont pas les mêmes erreurs que nous. Donc, dans votre conception de la mine, en fait... Ah, il y a déjà une question. Bon, je vais m'arrêter. Donc, à vous, monsieur. Merci. Moi, c'est Louis Pem de McLean Engineering. Ce n'est pas vraiment une question, c'est surtout pour un commentaire pour dire à Patrick, vraiment une très belle présentation. Je dirais qu'elle reflète quasiment ce que nous vivons présentement, les défis au quotidien que nous avons. Et je tiens d'abord à saluer, premièrement, la communication avec la mine Odyssée que nous, McLean Engineering, nous avons. C'est une très belle communication, c'était un très bel échange pour vraiment pallier à ces différents défis qui arrivent au fil du temps. Et c'est toujours un commentaire, Patrick, c'est pour dire, nous sommes rentrés en collaboration avec les CFP, et puis nous voulons avec les CFP apporter notre expertise. Et nous voulons qu'avec les CFP qui vont apporter leur pédagogie, nous pouvons réellement créer cette plateforme de formation-là qui va pouvoir identifier et corriger les besoins. Parce que ce n'est pas seulement une formation, c'est aussi apporter, c'est un changement de comportement. C'est-à-dire les mécaniciens, il faudrait qu'ils deviennent hybrides électriques. C'est un changement de comportement et nous sommes très fiers, nous sommes très heureux dans cette collaboration-là avec nos CFP, avec la mine Odyssée, de travailler ensemble pour relever ces défis. C'était vraiment pour appuyer dans ce point-là. Il y a beaucoup de défis, Patrick les a soulevés et la collaboration, le travail s'en va dans ce sens-là. Donc, ce que je comprends, c'est évidemment de faire en sorte qu'il y ait une concertation, une alliance, autant avec les fournisseurs qu'avec l'entreprise minière et les établissements d'enseignement pour ajuster la formation en conséquence. C'est bien ça?
définitivement. Puis je suis totalement d'accord. La collaboration avec nos fournisseurs, McLean, que ce soit est vraiment excellente. Puis je crois vraiment que c'est la clé du succès. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur Nana? Une petite? Oui, j'ai hésité, mais bon, Patrick, j'ai dit je ne vais pas le laisser partir comme ça. C'est une petite question pour savoir, au niveau des défis organisationnels, tantôt, tu as parlé de voir comment les autres pourraient en bénéficier là, de votre expérience. Fait que je voulais savoir, est-ce que le transfert de connaissances et d'apprentissage, est-ce que c'est un enjeu qui est déjà pris en compte actuellement? Ou bien comment vous planifiez de faire pour que les autres puissent bénéficier de cette expérience-là? Vous partez une mine carrément électrique, puis technologique, ce qui est évidemment, on peut dire, plus simple par rapport à une mine qui est déjà là et puis qui va faire la transition parce qu'elle n'était pas conçue comme ça. Comment est-ce que vous prenez en compte cet enjeu-là de votre côté? Je dirais, ce qu'on constate aujourd'hui, premièrement, c'est augmenter la vigilance de nos gens. Donc, c'est, premièrement, développer le réflexe de ceux qui connaissent ne représentent pas nécessairement les défis qu'ils font face actuellement. Donc, on parlait de formules de supervision, on parlait d'analyse sécuritaire de tâches. Donc, c'est développer nos procédures. Mais au travers de tout notre apprentissage, il y a beaucoup de mécanismes qui sont en place dans l'industrie. Je pense à l'ANQ, je pense à l'APSM, des comités d'échange sur justement les équipements électriques. Je pense qu'il y a beaucoup à faire dans ce sens-là encore pour s'assurer que l'information est centralisée puis redistribuée vers les autres projets qui vont vivre les mêmes transitions. Est-ce que quelque part vous documentez quand même la mise en place là, de tout ce que vous êtes en train de faire? Bon, définitivement. Définitivement. C'est quelque chose de documentation, c'est extrêmement clé. Puis ça part beaucoup des procédures. Mais les défis qu'on vit également, on développe une expertise à DC, puis nos gens sont tout le temps disponibles pour échanger avec qui que ce soit là, par rapport à ce qu'on vit actuellement. D'autant plus important avec le roulement de personnel qu'on connaît. Là, c'est bon d'avoir ce transfert-là. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. Merci. Donc, plusieurs questions sur le web, notamment par rapport aux tâches spécifiques, par rapport à adapté à chaque engin minier électrique. Mais également, donc, je veux saluer le MTES, là, puis Madame Bellil, Rachel Bellil, là, qui nous écoute, qui est une chercheuse avec nous, qui travaille en collaboration avec nous, qui nous parle de la RAC aussi comme façon peut-être de faire reconnaître les compétences des employés, notamment dans le transfert de compétences de la mine à ciel ouvert à la mine souterraine. Donc, merci beaucoup de vos questions. On va les acheminer à Monsieur Mercier là, dès que l'événement sera terminé. Merci beaucoup, Monsieur Mercier. Merci à tous.